Bonjour à tous, très belle année 2026 pour cette première édition de PlaySmart, l'émission qui décrypte l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Et pour ce premier numéro, on va s'intéresser à ce qui était peut-être au pied de votre sapin, les jeux remasterisés, voire les remakes de jeux vidéo. On va analyser cette tendance. Est-ce que c'est vraiment un marché ou une simple niche? Natacha Hombourger, qui est directrice Sales et Marketing chez Sparkers, qui travaille chaque année avec le CEL pour prendre le pouls du marché du jeu vidéo en France, sera avec nous pour nous donner des chiffres concrets et des vraies explications sur ce que ça représente. En seconde partie d'émission, la partie multijoueur, un débat sur un énorme pays et un énorme marché, la Chine. Énorme marché du jeu vidéo, mais est-ce que demain, l'Empire du Milieu pourrait être aussi le leader de l'industrie? On va en parler avec Vivien Remaud. Il est PDG de Achievement Industry. Il sera avec moi en plateau et on sera accompagné en visio par Julien Villedieu, l'ancien dirigeant fondateur du SNJV, aujourd'hui CEO de Level Link Partners. Ce sera donc notre débat de la partie multijoueur. Et en toute fin d'émission, on ne pouvait pas, dans PlaySmart, ne pas parler de clair-obscur et on a décidé de le faire en mettant la lumière sur l'une des actrices en motion capture qui donne une incarnation à certains des personnages comme Sophie, Estelle Darnaud, actrice et cascadeuse de métier. Elle nous expliquera comment ce jeu vidéo impacte sa carrière. PlaySmart, nouvelle partie. Quoi de mieux que de rejouer aux jeux vidéo de son enfance sur une console moderne? C'est ce que proposent les jeux vidéo remasterisés, voire les remakes qui, eux, offrent de nouvelles mécaniques de jeu. Est-ce que c'est un marché important? On voit que certains éditeurs comme Square Enix n'hésitent pas à refaire des nouvelles versions de Dragon Quest, de Final Fantasy. Est-ce que ça pèse vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un marché énorme? Qu'est-ce qu'il représente? Et aussi, quelle place ont ces jeux dans les stratégies de ces éditeurs? On en parle avec Natacha Hombourger. Bonjour. Bonjour Nicolas. Très belle année 2026. Vous étiez la première invitée de l'histoire de PlaySmart. Vous êtes la première invitée de l'année 2026. Tout à fait. Sparkers, pour rappel, donc, vous faites de l'analyse de marché. Vous travaillez chaque année avec le CEL. Oui. Et donc, c'était pour ça que je voulais vous poser ces questions-là à vous. Déjà, peut-être pour commencer, quand on parle de remaster, voire de remake, on parle de quoi? De quel type de jeu? Alors, donc les remasters, c'est des jeux des jeux anciens sur lesquels on va reprendre le code du jeu et on va l'améliorer, notamment d'un point de vue graphique. Mais il n'y a pas vraiment il y a pas de réécriture du jeu. On va juste l'améliorer. Contrairement au remake qui, lui, peut être une refonte de la mécanique de jeu, ce qu'on a vu, par exemple, sur Final Fantasy VII. Oui, c'est ça. On va prendre... on garde les éléments du jeu et l'histoire du jeu. L'histoire et la propriété intellectuelle, c'est ça. Voilà, c'est ça, mais on va réécrire le jeu. Donc, pour l'adapter à un nouveau public. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, en termes de marché, on va parler que des remasters d'ailleurs, pour commencer. Le remaster, en termes de part de marché, ça représente quoi en 2025 dans le jeu vidéo français et dans le monde? Alors, sur les 3 dernières années, si on prend... donc là, on a fait une analyse sur les 7 plus gros marchés européens que l'on suit. Donc, c'est principalement l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Donc, sur les 3 dernières années, en volume, ça représente 3% du total du marché du jeu vidéo. Les jeux remasterisés et les remakes. 3% des unités vendues et 3% aussi en valeur. Donc, c'est une niche. Donc c'est une niche. Mais pourquoi dans cette niche, il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'y installent? C'est pour expérimenter ou c'est pour d'autres raisons? Alors c'est une niche, mais c'est une niche qui progresse. Il y a une progression sur les 3 dernières années, plus 44% en 2024, ça a progressé de 16% en 2025. Au total, sur 3 ans, ça fait 76% d'augmentation. Donc, donc c'est une vraie tendance. Voilà, donc c'est donc ça peut monter... Alors, je ne sais pas si vous avez moyen de l'anticiper, mais on peut imaginer que ça prenne jusqu'à combien de parts de marché, le remaster? C'est dur à évaluer. C'est difficile à évaluer, mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de raisons qui font que les éditeurs se tournent de plus en plus et développent de plus en plus de jeux remaster. Alors, il y a 5 grandes raisons. La première, c'est que le public est déjà acquis. Il connaît déjà l'ancien joueur de la franchise. Voilà, c'est ça. Ouais. On vise des joueurs qui avaient joué au jeu original et donc on fait le levier sur la nostalgie du jeu. Voilà.
Ça, c'est la Ça coûte première peut-être raison. aussi moins cher à produire. Voilà, tout à fait. Enfin, Ça, on ne c'était parle la pas des deuxième remakes, raison. pour le coup, qui eux peuvent peut-être coûter, mais les Mmh. remasters, eux, c'est des. Dans un calendrier de production, par exemple, le remaster, on peut imaginer qu'il soit utilisé comment pour ces gros éditeurs? Alors justement, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, notamment sur les remasters, les coûts de production sont moindres et les temps de production sont aussi, plus Oui. limités. Voilà, puisque, sur une nouvelle IP, le temps de développement d'un jeu, ça va être entre 3 et 5 ans. Sur un remaster, on est sur moins de 2 ans et donc les éditeurs utilisent aussi ces éditions remaster, pour, Combler des trous de combler, voilà, calendrier. des trous dans le calendrier de lancement des jeux. Voilà, tout à C'est ce fait. qu'on avait vu, par exemple. Alors, je me permets de citer des franchises, mais Mmh. Zelda, entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on avait eu une sorte de mini remake remaster de Link Awakening, plus un remaster de Skyward Sword, qui s'était vraiment intercalé dans la période de 4 ans entre les deux, c'était même 6 ans entre les deux jeux. Mmh. Ça, Ouais. on risque de le voir de plus en plus. Oui, je pense parce que sur les nouvelles IP, les temps de jeu ont plutôt tendance à s'allonger, et donc Parce que le effectivement public est plus exigeant. parce que public plus exigeant, parce que les machines aussi, les consoles, ont des capacités, qui sont de plus en plus importantes et donc qui Il faut les demandent utiliser, ouais. oui, Il voilà, faut c'est les ça. exploiter. C'est pour ça que le remake va peut-être, lui, devenir un marché important. Je pensais à, par exemple, à Final Fantasy VII que j'ai cité. Eux, Mmh. ils ont fait un remake vraiment en 3 jeux qui sont d'ailleurs étendus sur une période assez longue. Le premier est sorti en 2020, Final Fantasy VII Remake. Mmh. On n'a pas la date de sortie du troisième opus qui doit conclure le remake intégral du jeu d'origine. Mais est-ce qu'on peut imaginer que le remake devienne en fait un vrai secteur à part entière dans les années à venir? En tout cas, je pense que ça va faire de plus en plus partie de la Des stratégie, stratégies. voilà, des stratégies de publishing, des éditeurs. Parce qu'on Ça est sur un s'inclut. marché quand même qui est déjà assez mature avec beaucoup d'histoires dans le passé, dans Oui, les oui, archives. voilà, beaucoup d'IP, déjà existantes, un public nostalgique, Et parfois qui a envie de transmettre à ses enfants, ce qu'on voit tout de à plus en fait. plus. Natacha Hombourger, merci beaucoup d'avoir fait cette première interview de l'année de PlaySmart. Je le Avec rappelle, grand Sales plaisir. and Marketing Director chez Sparkers, je prononce bien. Oui. On va s'intéresser à un autre marché que vous n'avez peut-être pas encore scruté, mais peut-être que vos équipes vont y aller, la Chine. C'est un marché de, on dit, 600 millions de joueurs. Est-ce que demain, la Chine peut être aussi le premier pays producteur de jeux vidéo? J'en débat avec mes deux invités dans la partie multijoueur. 600 millions de gamers en Chine, de quoi faire de l'empire du milieu le plus gros, voire un marché incontournable. Mais la Chine n'a pas envie de se contenter de consommer du jeu vidéo, elle a bien l'intention de produire les meilleurs jeux et d'être le premier producteur devant le Japon, devant les États-Unis. La question n'est peut-être pas de savoir si elle le peut, mais quand elle va y arriver. On va en débattre avec mes deux invités. Vivien Remond, bonjour. Bonjour. PDG, cofondateur de Achievement Industry, Mhm. qui est notamment implanté En en Chine. Chine. Mhm. Quelle est l'activité, pour faire simple? Alors l'activité, on fait beaucoup de choses, mais là sur la Chine, on est beaucoup sur du conseil et de l'accompagnement, surtout. À destination Des d'éditeurs et studios studios, français voilà, c'est ça, pour les studios pour français qui veulent s'exporter sur la implanter Chine, des jeux qui seraient acceptés, qui passeraient la censure notamment. qui passeraient ouais, la censure. Et en visio avec nous, Julien Villedieu, bonjour. Bonjour. CEO de Level Links Partner et ancien dirigeant du SNJV, que vous avez été l'un des cofondateurs, le syndicat national du jeu vidéo. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce débat. Je vais peut-être me tourner d'abord vers vous, Julien, pour la toute première question. Avec 600 millions de joueurs qui sont répertoriés, avec un marché officiellement qui tournait à 50 milliards de dollars en 2024, ça situe où la Chine en termes de marché du jeu vidéo? À l'échelle mondiale, on est où? Alors, déjà, il faut toujours prendre les chiffres qui viennent de la Chine avec beaucoup de pincettes. On a des sources divergentes, mais dans les grandes masses, ce qu'on peut constater, c'est que c'est déjà un marché de consommation qui est parmi les premiers au monde. Et c'est également un marché de production qui est en train de devenir un marché très moteur pour toute l'Asie, mais également pour le reste du monde. Et on en parlera, je pense, dans la suite de l'émission. On ne peut plus faire sans la Chine. Dans l'industrie, on considère déjà que la Chine est un vecteur extrêmement incontournable de par les investissements qui ont été faits,
les soutiens aux studios qui ont été faits également, le publishing qui a été fait sur un certain nombre de jeux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que les acteurs européens peuvent tirer parti encore plus de ce formidable marché de consommation qu'est la Chine, et comment la Chine, elle, également en tant que créateur de jeux vidéo, va pouvoir devenir un acteur incontournable au niveau mondial, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui va le devenir dans les prochains mois ou années. Vivien, je me tourne vers vous. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai vécu Ouais. en Chine au début des Mhm. années 2000. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait quasiment pas de console. On jouait beaucoup sur téléphone, surtout sur ordinateur, en ligne. Ouais. Aujourd'hui, dans ce marché de 600 millions de joueurs, de 50 milliards ou pas À peu de près. chiffre d'affaires, c'est quoi la répartition entre les différentes Alors différents segments? aujourd'hui sur la Chine, on est quand même sur beaucoup de mobiles. Le marché mobile du jeu vidéo représente plus de 70% aujourd'hui du marché chinois. Après, on voit qu'il y a une croissance quand même avec les consoles, donc avec les consoles et le PC, et surtout avec la volonté de la Chine d'accroître ce marché-là. Parce qu'en fait, si vous regardez par exemple les derniers jeux qui sont sortis, on voit depuis la Black Myth Wukong que la Chine développe de plus en plus de jeux narratifs, et donc plus vraiment axés sur la console. Après, on sait aussi que le mobile, ils vont pas l'abandonner, ça c'est sûr. Et on voit que d'ailleurs sur beaucoup de jeux qui sont en développement, c'est du cross-platform mobile, console, PC. Donc voilà. D'ailleurs, ça m'amène à Mm. poser une question sur le joueur chinois moyen. Il Mhm. ressemblerait à quoi? Puisque début des années 2000, Mm. voire 2010, c'était surtout des jeunes dans des cybercafés. Mhm. Là, aujourd'hui, donc j'imagine qu'on joue aussi On est à des toujours, plus âgés. on est toujours sur des jeunes et même des très très jeunes. Donc quand on regarde aujourd'hui la moyenne d'âge des joueurs en Chine, c'est entre 5 ans et 20 ans. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la majorité des joueurs. Sur ça, pourquoi on arrive là-dessus, c'est avec l'accès du mobile. Les parents donnent énormément de téléphones et donnent très tôt les téléphones et les iPads aux enfants. Et du coup, c'est ça qui contribue du coup à cette population très très jeune de joueurs. Parce qu'il y a eu quand même des périodes où il y avait un grand contrôle, voire une, je ne vais pas dire répression, mais on n'était pas loin de ça sur la pratique du jeu vidéo où Oui. on voulait l'interdire quand même. Il y avait des soucis sociaux. Alors, il y a eu surtout ce contrôle et donc cette répression. J'irais pas jusqu'à dire répression. Je pense que c'était vraiment du contrôle. Aujourd'hui, sur la Chine a une politique, surtout envers les enfants, de protection. Donc, on le voit pas que dans le jeu vidéo, on le voit aussi sur TikTok. Ils ont leur propre TikTok. Ils ont leur Pas le propre même que le TikTok, qui n'est pas le même que... Après, bon, ça, c'est aussi une idée reçue, hein. En vrai, quand on regarde le TikTok chinois, il y a tout autant de contenu brain rot. Mais c'est juste qu'on n'en parle jamais en Et il y a France. sûrement moins de contenu politique peut-être aussi. Oui, et parce que aussi il y a des lois qui permettent de protéger. Par exemple, si on veut parler de certains sujets en tant qu'expert ou influenceur sur tel sujet, il faut avoir un diplôme dans telle chose, sinon votre contenu ne passe pas. Donc ça, c'est une Il y a un manière de peu plus protectionner. Ouais, c'est ça. Julien Villedieu, quand vous étiez à la tête du SNJV, la Chine, comment vous la regardiez? Comment vous travailliez à l'époque avec les studios et les producteurs français qui voulaient éventuellement attaquer, pénétrer ce marché-là? Est-ce que c'était un marché qu'on estimait avoir du potentiel ou est-ce que c'était encore trop compliqué au début des années 2010, par exemple, quand c'était surtout du marché mobile, du jeu vidéo en ligne? C'est une très bonne question. En fait, on regardait ce marché avec beaucoup de curiosité, mais on le regardait aussi comme un marché exotique au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'images ou d'idées arrêtées sur ce que pouvait représenter à la fois le marché en termes de consommation, comme on l'a évoqué, mais aussi quels étaient les acteurs clés, comment fonctionnait l'industrie, qui étaient les interlocuteurs nécessaires pour pouvoir développer des jeux et les diffuser en Chine. On a eu l'occasion de faire une mission d'ailleurs il y a quelques années dans les différentes provinces chinoises à la rencontre des acteurs majeurs que sont Tencent, NetEase, mais aussi de studios de grande envergure. Et on a pu comprendre effectivement comment ça fonctionnait. On a pu comprendre aussi ces enjeux que vous évoquiez à l'instant avec Vivien, remontent de cette régulation chinoise qui est très particulière, qui vise tant à protéger les jeunes que également à contrôler finalement les types de contenus qui sont diffusés. Donc, on était vraiment au démarrage des relations entre les entreprises européennes, et notamment françaises, et la Chine. Et on a vu se construire une relation petit à petit, très intéressée de part et d'autre, avec beaucoup de difficultés pour les acteurs français à rentrer sur le marché chinois,
Pendant de nombreuses années, il a été difficile de rendre les jeux éligibles au niveau de la censure, de passer simplement les fourches de la censure. Et puis, progressivement, tout ça s'est un peu ouvert. Les relations se sont fluidifiées. On a vu aussi des prises de participation majeures dans des studios français de la part d'acteurs chinois, hein, et parmi les plus importants, Ubisoft, Quantic Dream et bien d'autres qu'on pourrait citer. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos relations sont, je dirais pas normalisées, mais en tout cas, on se connaît, on sait ce que font et quels sont les avantages et intérêts de chaque secteur, chaque industrie dans chaque pays. Et donc il y a un vrai enjeu maintenant de non plus simplement comment dire, de s'exporter, mais l'enjeu c'est vraiment de s'intégrer, à la fois pour les Chinois de s'intégrer dans le marché européen, mais aussi pour les Français de s'intégrer dans le marché chinois et d'être capable d'adresser avec nos patrimoines culturels, historiques et nos références ce marché formidable. Et c'est la même chose pour les Chinois. Ce qui est encourageant, et je terminerai là-dessus, c'est que sur le mois de novembre, les chiffres qui ont été donnés, c'est qu'on a quasiment 2000 jeux qui ont été validés par les autorités chinoises, ce qui est le plus gros chiffre jamais enregistré. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché chinois est prêt aussi à accueillir de plus en plus de contenus venant de l'extérieur. Là, ça me fait penser à Clair Obscur qui a fait de très bons chiffres de vente sur la Chine. Ça a grandement contribué à leurs excellents scores de vente. Ça, c'est une preuve que la Chine peut accepter des œuvres avec une identité forte venant de l'extérieur. Mais la Chine, surtout, elle veut commencer à produire ces gros jeux. Et là, le grand exemple que l'on a récent, c'est Black Myth Wukong. Officiellement, il a vendu combien de copies, ce jeu? 17 millions. 17 millions. 17 Si ça n'avait pas été un jeu chinois, est-ce qu'il aurait pu vendre autant? Ou est-ce qu'on peut quand même considérer, malgré toute la qualité du jeu qui a été primé aux Game Awards, qu'il y a quand même un effet patriotique quand même derrière? Il y a un effet patriotique et on l'a vu quand on a parlé avec le directeur de studio l'année dernière. On avait fait une interview où on lui avait demandé pourquoi son jeu, à son avis, avait autant marché. Et en fait, la stratégie de Black Myth Wukong a été très simple, hein. C'était de faire un jeu pour les Chinois sur quelque chose que tous les Chinois connaissent. Et en Chine, Wukong, c'est une légende que littéralement on grandit Voyage avec. en Occident, c'est l'un des 4 grands classiques littéraires C'est chinois. ça, c'est Voyage vers l'Ouest. Du coup, c'est un des grands classiques. On a tous grandi, moi quand j'étais plus jeune en Chine, j'ai grandi avec ça. La plupart des Chinois grandissent avec ça. Et même, on va dire que depuis plusieurs années, grâce aux jeux vidéo et au soft power chinois dans le jeu vidéo, ils ont réussi à intégrer Wukong un petit peu partout. Donc quand on voit par exemple dans League of Legends, Dota, même dans comment ça s'appelle dans Après, on peut revenir plus loin en arrière. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z de est inspiré de Wukong. Et en fait, du coup, ça crée ce petit point d'intrigue aussi pour les joueurs étrangers de se dire ah mais attends, Wukong, c'est pas juste League of Legends, c'est pas tout ça. Donc on va peut-être essayer de regarder un petit de peu. l'histoire chinoise. C'est ça. Alors, la Chine, elle a beaucoup, Julien Villedieu, la Chine, elle a beaucoup de patrimoine littéraire, beaucoup d'histoires qu'elle peut raconter dans des jeux vidéo. Mais je vais plutôt m'intéresser sur des choses économiques. On a Genshin Impact, qui est peut-être l'un des meilleurs jeux de service. On a Lenovo, peut-être l'un des meilleurs constructeurs d'ordinateurs. On a donc maintenant Black Myth Wukong, donc la Chine qui nous dit clairement on peut faire des AAA. J'ai envie de vous demander, Julien, la prochaine étape, c'est quoi? C'est une console chinoise pour concurrencer Sony, Microsoft et les autres ou pas? C'est une bonne question. Si j'avais la réponse, peut-être que je vous la donnerais pas. Non, j'ai pas de certitude. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que ce qui se passe en Chine, qui se passe aussi d'ailleurs avec le jeu Clair Obscur ou même avec d'autres jeux ailleurs dans le monde, c'est qu'on a vraiment changé d'air dans le jeu vidéo et qu'aujourd'hui, des contenus qui sont finalement, allez, je vais résumer, hyper localisés, c'est-à-dire avec des références culturelles, patrimoniales et historiques très locales, même si la Chine est un immense pays, ce sont des jeux qui aujourd'hui sont capables de s'exporter mondialement et d'avoir des succès planétaires. Ça veut dire qu'on est rentré vraiment dans l'ère de cette universalité du jeu vidéo. On parle beaucoup de soft power, hein, on en a parlé à l'occasion des différents rachats successifs. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui, je pense, qui est important à regarder, c'est que on peut être un studio français, on peut être un studio chinois, on peut être un studio indonésien, et travailler sur des contes, des mythes, des légendes, des références culturelles locales, et avoir un vrai succès à l'international, parce que je crois que ce que recherchent avant tout les joueurs, quel que soit le territoire et quelle que soit
la typologie de jeu, c'est de la nouveauté, c'est de l'exotisme, mais au sens innovation, vraiment taper dans l'œil des joueurs, avoir quelque chose de profond, avec des histoires, on parlait de narration pour Badminton ou Kong, mais ça peut être aussi des jeux qui ont moins de narration. Et ça, c'est vraiment ce que recherchent aujourd'hui les joueurs. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il a quand même un temps de jeu qui est assez long. Et on constate quand même au niveau international que maintenant, on va aussi vers des jeux, peut-être avec des durées de jeu un peu plus courtes, des durées de vie un peu plus courtes, des prix d'achat aussi qui sont peut-être un peu plus bas, et ce qui va faciliter peut-être le renouvellement aussi des titres du point de vue des marchés. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un avenir intéressant qui est en train de se mettre en place avec une nouvelle physionomie de jeu hyper spécifique, avec cette sensibilité culturelle que recherchent finalement les joueurs et les joueuses partout dans le monde. Merci beaucoup Julien Villedieu, je le rappelle, donc CEO de Level Links Partner, ancien cofondateur du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo. Merci aussi à vous Vivien Remond qui étiez en plateau avec moi, cofondateur de Achievement Industry. Et la Chine, je pense qu'on en reparlera beaucoup puisque forcément il y a d'autres AAA qui vont sortir bientôt. On va parler d'un jeu qui n'était pas officiellement un AAA mais qui a cartonné, qui a été Game Awards meilleur jeu cette année, Clair Obscur Expédition 33. On va s'intéresser en fait à l'une des actrices qui a joué sur l'incarnation des différents personnages. J'accueille Estelle Darnaud dans Level Up. On ne pouvait pas dans PlaySmart ne pas parler du meilleur jeu vidéo de l'année puisqu'il est français déjà et surtout parce qu'il est très bon, Clair Obscur Expédition 33. On a décidé de s'y intéresser en mettant en lumière une des personnes qui a travaillé sur le projet, Estelle Darnaud. Bonjour. Bonjour. Actrice, cascadeuse. Allez, de manière simple, sur Clair Obscur, quel a été votre rôle ? Alors sur Clair Obscur, j'ai essentiellement été embauchée pour être actrice. Donc j'ai fait la performance capture, donc ce qui est expression faciale des personnages, et la motion capture, le mouvement des corps, essentiellement dans les cinématiques. Alors on va mettre tout le monde dans l'ambiance. Pour ceux qui auraient vécu dans une cave ou qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, mais qui regardent cette émission, c'est paradoxal, mais il y a une scène très forte dans le prologue de Clair Obscur, la scène du gommage, une scène où Estelle joue un rôle crucial. Regardez. I'm here. Alors, j'ai fait ce passage il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai encore un peu la chair de poule. J'imagine que vous aussi, parce que dans le jeu vidéo, des scènes avec une telle force émotionnelle, c'est rare. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'actrice de l'intérieur? Parce que j'imagine que vous aviez quand même un certain niveau de briefing sur le scénario dans son entièreté. Alors non, en fait, on a tout appris au fur et à mesure. Donc on a commencé le tournage par l'acte 1. On a commencé un peu de façon chronologique et le prologue est arrivé 2-3 mois après le début du tournage. Donc on est revenu en arrière pour faire cette scène. On savait que cette scène allait arriver, c'est juste que au moment présent, c'était très très intense parce qu'il n'y a absolument rien autour de nous. Donc tout est dans l'imaginaire et on a eu énormément d'informations, d'images de Oui, parce que nous, on l'environnement. voit tout l'environnement. Vous avez juste plein d'éléments sur le visage Exactement. et vous devez tout imaginer. Quelle marge de liberté vous aviez? Quel était le briefing des réalisateurs du Ouais, on avait énormément de liberté. Guillaume Broche, le réalisateur, nous a donné aussi beaucoup d'indications. Il savait exactement ce qu'il voulait ou ce qu'il ne voulait pas, mais on était très libre de faire des propositions. Sur cette scène, en l'occurrence, on avait la musique de Lorien pendant le tournage, et Guillaume nous donnait des directions. Nous disait à ce moment-là, la peintresse se lève, elle efface le numéro. Donc, il nous guidait au fur et à mesure. Ouais, pour imaginer ce que le personnage voit, lui. Exactement. Sachant que donc, il y a Maxence Cazorla, qui est l'acteur qui est avec moi à ce moment-là, qui joue Gustave. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête à lui. Il ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête non plus. Donc, on essaye de tout coordonner. Ce qui rend la scène finalement plus authentique. Et notamment, je crois,
2 mots. Je sais, je crois que ça, c'était pas dans le brief, c'est vous qui le rajoutez. Non, dans le scénario, c'était juste une fois je sais. Et je sais pas vraiment, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de l'acting, j'avais très envie de le dire une deuxième fois. En tout cas, je l'ai ressenti, c'était comme une impulsion d'actrice, donc je l'ai dit. Le jeu vidéo dans votre carrière, parce que vous êtes actrice, donc ça veut dire que là on parle de jeux vidéo, mais vous travaillez dans le cinéma, Oui. la télévision, peut-être même la publicité, Aussi. c'est possible. Le jeu vidéo, là aujourd'hui, ça représente quelle portion de votre activité professionnelle? Alors, je suis rentrée dans l'industrie du jeu vidéo en 2021. Aujourd'hui, ça a 80% de mon temps professionnel. Je continue toujours le cinéma beaucoup en tant que cascadeuse, en tant que doublure cascade. Mais voilà, ça évolue en fonction des années, des projets. Je posais la question parce qu'en termes de marché de l'emploi, pour les acteurs qui arrivent sur le marché du travail, pour les cascadeurs aussi, puisque vous avez été formé au métier de la cascade, on a un excellent regard sur le sujet où on vous voit notamment avec votre ostéopathe. C'est un vrai débouché, un vrai secteur d'activité pour les gens qui vont sortir des écoles d'acting et de cascade? Alors, ça reste quand même un secteur assez fermé. Niche, d'accord. C'est une niche, exactement. Après, c'est assez diversifié parce qu'on peut juste être acteur et faire de la performance capture ou être acteur et cascadeur et Vous faire faites les deux. de la motion capture, exactement. Donc, je pense que chaque profil est très différent. Chaque studio travaille différemment parce que parfois, il y a la motion capture, parfois, il n'y en a pas. Parfois, tout est fait en keyframe, en animation. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'acteurs et de cascadeurs. Donc, ça Vous reste niche. encouragez pas forcément les gens à apprendre le métier pour faire du jeu vidéo Alors derrière. si, j'encourage, mais j'encourage de ne pas faire que ça, d'être le plus polyvalent possible, de travailler dans un maximum d'industries et de ne pas être focalisé sur un métier, une industrie. Il y a un seul secteur. Exactement. Merci beaucoup Estelle. Je pense qu'on aurait pu passer beaucoup de temps et vous poser beaucoup de questions parce que votre métier, vos 2 métiers sont passionnants. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été dans la première émission Play Smart de l'année. Je dis merci à Fabien qui était à la réalisation, Sybille qui me parlait dans l'oreillette et Saïd qui faisait le son aujourd'hui. N'oubliez pas, d'ici le mois prochain, jouer, c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.